Bonjour à tout le monde. En écoutant et en suivant cette émission et en l'entendant, je pense qu'il y a des propos qui m'ont percuté personnellement et je voudrais attirer l'attention sur la parole, ou plus exactement le mot de Madame le ministre Zouas Éléonore lorsqu'elle a parlé d'effectivité. Oui, le défi principal pour Madagascar et pour le monde, c'est l'effectivité de toutes les idées qui ont été exposées, qui ont été développées. C'est tellement riche que je pense que nous avons affaire à un véritable programme de gouvernement, non seulement national, mais gouvernement mondial. Mais la présentation de ce programme amène à deux observations. La première, ce que j'appellerais une frustration, un risque de frustration, pour une raison très simple, c'est qu'en animant des idées, en développant des propositions, vous créez une illusion et une espérance qui est source de contradictions dans l'esprit des uns et des autres et des destinataires du message, qui s'attendent à un miracle permettant la réalisation de ce qui a été promis. Et comme vous le savez, comme disait Machiavel, je me retranche derrière Machiavel, la politique, c'est l'art de faire croire et l'art de promettre. Ce type de programme risque de créer des difficultés dans les relations politiques et les relations sociales. Le second point, lorsque vous évoquez la notion d'effectivité, je crois que nous devons revenir à l'idée principale, l'objectif principal, le défi principal qui nous attend, à savoir le développement durable. Et quand je parle de développement durable, je voudrais que nous ayons présent à l'esprit, d'abord, et ceci est important, que dans le développement durable, il n'y aura jamais de développement durable si les droits de l'homme ne sont pas considérés comme fondamentaux et comme prioritaires. Vous pouvez imaginer des droits qui ne sont que des techniques, des aménagements, mais l'essentiel est d'assurer l'élévation, la promotion de l'homme. Car gouverner, ce n'est pas formuler uniquement un programme, c'est assurer l'élévation morale, spirituelle de l'homme et la promotion politique de la société. Et le droit de l'homme représente la clé de cette opération. Le second point, et ceci me paraît quand même important lorsque l'on parle des droits de l'homme, c'est que dans le développement durable, pour que le développement soit durable, il faut d'une part que ce caractère durable en suscite ce caractère durable est la conséquence de l'adhésion des membres de la société à ce programme de développement. Sans adhésion, sans acceptation intellectuelle, morale et spirituelle d'un programme de développement, il n'y a pas de durabilité, ce n'est que chimère, pour ne pas dire illusion. Et quand on parle de développement, là, je crois que je reprendrai ma toge de professeur de droit public et de sciences politiques
agrégés de droit, des facultés de droit et des sciences économiques, il faudrait que nous nous entendions sur la notion de développement et cette notion de développement en rapport direct avec les objectifs des Nations Unies. Quand nous regardons, nous réfléchissons sur l'histoire des Nations Unies. À l'origine, lorsque les Nations Unies ont été créées, l'objectif principal, c'est peut-être, et c'est certainement la réhabilitation des droits de l'homme en obtenant la condamnation du génocide qui a été l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, mais c'était aussi le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et le maintien de la paix et de la sécurité internationale avait amené à une conception d'une paix armée, c'est-à-dire une paix militaire sans utilisation de la force pour le règlement des différends et des problèmes qui se... Mais les temps ont changé, car l'évolution des Nations Unies ont progressé vers une conception d'un développement économique, social et un développement humain. Et ces différents qualificatifs correspondent à des étapes de l'évolution du système des Nations Unies. Je vous ferai l'économie d'un développement parce que je ne suis pas là pour faire un cours de droit international. C'est fini ça pour moi. Je suis à la retraite, hein, monsieur Caillou, vous le savez aussi bien que moi. Mais ce que je voudrais dire, c'est que actuellement, lorsque l'on parle de développement, on met l'accent sur le développement économique. Et ce développement économique est fondamental, car le développement économique est assimilé au développement de la prospérité, au développement de la croissance. Mais il y a ambiguïté, car la principale ambiguïté dont je parle réside dans l'affirmation erronée, je dis bien erronée, selon laquelle c'est l'économie qui détermine la politique. Non, c'est faux. C'est la politique qui doit déterminer l'économie. Et c'est par usurpation, je ne peux pas dire captation et escroquerie intellectuelle que l'on soutient que l'économie est victime de la politique. Quand je dis politique, vous le savez, cher ami, que je n'ai pas en tête la notion de politique partisane. J'ai en tête la notion d'une conception de l'organisation des relations, aussi bien humaines que des relations économiques et sociales dans une société. Le politique, je parle du politique, mais non de la politique. Or, quand vous revenez à la question de développement économique, je dois vous dire qu'on oublie les fondamentaux de l'économie. Or, c'est quoi l'économie? L'économie, c'est trois choses. La production, les échanges, la consommation et l'épargne. Voilà le problème. Et l'économie vise à assurer la coordination harmonieuse de ces trois fonctions. Quand nous envisageons actuellement et que nous écoutons les discours officiels, aussi bien des spécialistes de sciences économiques que des hommes politiques ou que du commun des mortels, lorsque l'on parle de l'économie, on parle à titre principal de la production. Et à tout prix, on veut assurer la production, le développement de la production. C'est vrai, car sans produit sur le marché et dans le circuit économique, on ne peut pas concevoir une prospérité. Mais il y a une autre fonction, on ne produit pas pour produire. À l'époque où nous étions à l'École nationale d'administration de Madagascar, mais c'est vieux tout ça, on avait l'exemple typique, aussi bien des légumes du Vaknakarata que des tomates d'Ambatbouine. On avait poussé les paysans à produire. Et ils ont produit. Mais l'organisation du circuit du marché n'a pas suivi. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé devant un gaspillage, mais anti-économique, qui coûtait beaucoup plus cher que les problèmes de sécurité ou d'insécurité dans le monde rural. Pourquoi plus cher? Parce que vous avez détruit la confiance et l'intelligence des paysans des problèmes économiques et la confiance à l'égard de l'autorité. C'est pour cela que je crois qu'il faut d'abord revenir aux fondamentaux
Et je lance un appel essentiel à tous les économistes pour ne pas être obnubilés par ce productivisme. Car à la limite, si vous regardez l'histoire de Madagascar, le productivisme, c'était l'idéologie colonialiste par excellence. Parce qu'il fallait faire suer le noir pour pouvoir permettre aux sociétés coloniales d'assurer l'exportation et promettre des devises et des revenus au pays. Alors vous voyez, donc il faut revenir à cette histoire d'économie. En d'autres termes, vous ne pouvez pas avoir un développement véritable sans création d'une demande solvable qui assure au moins la consommation et les échanges. Et vous comprenez que à ce moment-là, le pouvoir politique se retrouve au premier rang des responsabilités, car il appartient au pouvoir politique de mettre en place des conditions qui permettent le développement de la production, c'est vrai, avec la sécurisation de la production, l'harmonisation des échanges et la redistribution pour que tout le monde bénéficie d'un salaire équitable, un salaire juste. Alors, ce qui fait que la notion de développement rejoint ce que disait tout à l'heure Madame Martin lorsqu'elle parlait de dimension financière à la boule nécessaire pour assurer un développement, mais aussi la dimension morale, le soutien moral, parce que la politique, le développement et le développement durable reposent aussi, pour ne pas dire principalement, sur cette dimension morale, car dans la vie, ce qui est juste sur le plan économique doit être considéré comme juste également sur le plan moral. Et ceci amène à nous poser une question qui me paraît, moi, importante. Et là, c'est le professeur de sciences politiques qui parle. Dans le cadre de cette effectivité, la notion de coordination. Le drame dans ce pays et dans notre culture juridique, lorsqu'on dépasse la glose et que l'on réfléchit sur les fondements de l'économie, la notion de coordination est considérée dans son sens impérial. Et lorsque l'on parle de coordination à Madagascar, on envisage comment dirais-je, un étage supérieur de pouvoir qui donne des ordres verticaux à l'intention des autres chargés d'exécuter des ordres. Or, la coordination, c'est d'abord une alliance horizontale, un aménagement des relations entre les différents partenaires. Or, les partenaires ne peuvent pas s'engager si, un, ils ne sont pas respectés dans leur être, et là je reviens vers vous, M. Calameux, sur les droits de l'homme, mais les partenaires ne peuvent pas s'engager s'ils ne savent pas comment se caler par rapport à un projet de pouvoir politique. Car n'oubliez jamais, et ça vous le retrouvez lorsque vous examinez l'histoire générale des finances publiques, que les programmes et les projets n'ont jamais été suffisants pour obtenir l'adhésion à un projet politique. Les programmes et les projets n'ont de sens que sans la promotion et de l'état de droit, non pas uniquement sur le plan pénal, mais sur le plan civil, commercial et social, et le respect des droits de l'homme dans la promotion et le respect de l'être humain. Je pense avoir tout dit, cher ami. En tout cas, je vous remercie d'avoir pensé à moi, et je vous prie de m'excuser parce que ce que je vous raconte n'est pas politiquement correct. Qu'est-ce que vous voulez? Le tort de l'académie et des académiciens et des universitaires, c'est d'oser penser, oser parler et oser s'engager. Merci.